Comment la vie à l'intérieur de la société ukrainienne change-t-elle le regard des étrangers sur le pays en guerre? Qu'est-ce qui échappe à la couverture médiatique internationale du conflit? Vous écoutez le podcast L'Ukraine face à la guerre. Ce podcast est enregistré en Ukraine et par des Ukrainiens. Dans ce podcast, nous racontons comment l'Ukraine continue à vivre et à résister face à l'agression russe. Nous proposons des analyses, mais aussi des témoignages. Nous essayons de vous faire comprendre l'Ukraine, son histoire, sa société et sa culture. Je m'appelle Tetiana Ogarkova, je suis universitaire et journaliste, responsable du département international à l'Ukraine Crisis Media Center, une ONG dont la mission est d'informer le public étranger sur l'Ukraine. Avec moi, Pierre Alonso, journaliste correspondant en Ukraine pour des médias francophones, Mediapart, Le Soir, La Tribune de Genève, RFI et autres. Pierre habite en Ukraine et il est également l'auteur du blog personnel sur l'Ukraine, La Déflagration, où il ambitionne, je cite, de mettre au centre ce qui Empire appelle la périphérie, et pourquoi pas, de regarder l'Ouest depuis l'Est. Bonjour Pierre, tout d'abord merci beaucoup d'avoir accepté notre entretien pour le podcast L'Ukraine face à la guerre. Tu es correspondant en Ukraine depuis un certain temps, tu écris pour plusieurs médias, mais à la fois tu es l'auteur de ce blog, très curieux blog, qui s'intitule La Déflagration, qui avait déjà publié presque une trentaine de numéros. Donc c'est un blog plus personnel où tu racontes, le quotidien en Ukraine, tes pensées, tes sentiments, tu racontes ce que tu racontes pas dans des médias et donc voilà, c'est un blog que privé, auquel peuvent s'inscrire nos écouteurs s'ils le désirent. Alors ma première question à toi serait, voilà, quand est-ce que cette histoire, ukrainienne avait commencé pour toi? Quels étaient tes premiers impressions une fois que tu as mis les pieds ici en Ukraine? Eh bien, déjà, merci beaucoup pour l'invitation, Tetiana. Je suis très content d'avoir l'occasion de parler dans ce podcast. Et merci d'avoir parlé aussi de ce blog, de cette newsletter, La Déflagration. Alors moi, je suis journaliste depuis maintenant quelques années, un peu plus de 10 ans. J'ai passé longtemps à Libération, où j'étais au service international. J'étais reporter, je m'occupais à la fois des questions de défense et puis de l'Iran, puisque j'ai habité là-bas quand j'étais plus jeune, quand j'étais étudiant. Et je travaillais donc pas du tout sur l'Ukraine. Et puis l'invasion est arrivée le 24 février 2022. Et vu l'ampleur de l'événement, une immense partie de la rédaction et quasiment tout le service international de Libération a été mobilisé sur la couverture de l'Ukraine. Et moi, je suis parti début mars 2022 à Odessa, à Mykolaiv, et après j'ai continué à Zaporizhzhia, enfin sur la partie dans la partie sud. Et puis je suis revenu une deuxième fois, je crois que c'était en avril et en mai 2022 toujours, et toujours pour Libération. Et puis je suis revenu une troisième fois au mois d'août. Mais entre cette deuxième et troisième fois, une idée était née dans ma tête qui était de venir m'établir en Ukraine pour pouvoir suivre ce conflit et toutes ses conséquences, non pas en pointillé, mais sur une ligne continue, en quelque sorte. C'est de pouvoir assister à tout ce qui se passait tout le temps, en quelque sorte. Parce que je me doutais qu'il y aurait peut-être une réduction de la couverture internationale qui interviendrait assez vite. Et vu ce que je pressentais comme être et bon, j'étais pas grand clair en disant ça, je suis pas grand clair en disant ça non plus aujourd'hui, mais vu l'ampleur de l'événement, vu toutes ses conséquences, j'aurais été frustré de ne suivre que le début et après de perdre de vue ce qui se passait ici. Voilà. Et donc Donc c'est-à-dire que tu t'es installé carrément en Ukraine depuis fin 2022, c'est ça? exactement. En décembre 2022, j'ai pris un congé sabbatique, très précisément, de Libération pour venir m'installer ici. Et puis après, j'ai quitté Libération et je me suis installé
en Ukraine comme un journaliste freelance. Et maintenant, je vis ici. Mon appartement est ici. J'ai plus d'appartement en France. Ma voiture est ici. Enfin voilà, je suis installé en Ukraine. Et alors, je dois préciser juste une petite chose, c'est que c'était pas mon premier contact avec l'Ukraine, parce que mon premier contact avec l'Ukraine remonte à 2006, quand j'étais étudiant, j'avais 20 ans. Et j'étais venu en Ukraine à la faveur d'un voyage que j'avais fait, une sorte de road trip en train, donc un train trip dans l'est de l'Europe, dans les Balkans, et que j'avais prolongé en Ukraine parce que j'avais très envie d'aller voir Odessa. Et j'avais envie d'aller voir Odessa pour peut-être une bonne et une mauvaise raison, mais qui était principalement les escaliers Potemkin, parce que au lycée, j'avais, on avait étudié le cuirassé Potemkin, l'œuvre d'Eisenstein, et ça m'avait marqué. Et il y avait cette scène mythique du landau, tout ça, et je le précise parce que en 2006, quand je viens, je suis quand même hyper imprégné de l'héritage soviétique, et je pense qu'il y a une vision dont la France a beaucoup de mal à se défaire aujourd'hui, et dont moi j'étais le produit. Voilà, j'ai été à l'école de la République française, et puis à l'école de la République, on vous dit, bah voilà, l'Ukraine, c'est l'endroit. Alors je caricature un peu, mais c'est l'endroit où a été tourné le cuirassé Potemkin, voilà. Et donc je suis venu en 2006 un peu pour ça. Et quand je reviens en 2022, bah, c'est l'inverse. Je reviens pour l'Ukraine parce que c'est le moment où l'Ukraine se bat pour sa survie, pour son existence en tant qu'État indépendant, avec une histoire propre qu'elle revendique. Et voilà. Et donc ça m'amuse un peu aujourd'hui de me dire qu'en 2006, je suis venu tout imprégné de ce regard peut-être un peu colonial de la Russie sur l'Ukraine, qui est très fort en France, qui était très fort en France et qui reste très fort aujourd'hui. Et puis en 2022, bah voilà, c'est tout à fait une autre perspective qui m'amène ici. Et c'est vraiment aussi pour ça que j'ai voulu m'installer ici, c'est pour changer ce regard, appréhender complètement différemment ce qui se passe ici. Et pour ça, je pense qu'il faut passer du temps, il faut perdre du temps. C'est aussi l'un des objectifs, c'est perdre du temps, c'est voilà, aller voir, faire toutes ces choses qu'on n'a pas le temps de faire quand on est envoyé spécial pour un média. Donc c'est, je sais pas, moi, discuter dans des cafés avec des gens, mais pas pour faire des articles, juste pour discuter. C'est aller voir des expos, aller, je sais pas, aller faire un footing à Zaporizhia. Enfin voilà, aller à la plage à Odessa. C'est tout, essayer d'avoir une vue beaucoup plus panoramique de ce qui se passe ici. Bon, tout à fait. Dans une des publications dans ton blog, La Déflagration, tu cites, je sais plus qui, mais tu dis qu'il y a cette distinction entre être reporter et être correspondant, comme quoi le reporter, c'est celui qui observe la vie des autres comme si de l'extérieur, qui est là pour noter, pour raconter ça pour l'extérieur, alors que le correspondant, c'est celui qui est dedans, qui vit avec et qui est, voilà, qui est sujet dans cette situation-là. Qu'est-ce que cette distinction veut? Pourtant, on comprend clairement que tu te mets de ce 2e côté, en fait. Oui, c'est d'ailleurs une phrase de Stéphane Sioan, qui est correspondant ici depuis très longtemps, qui travaille pour Libération, que je suis sûr que toutes les personnes qui écoutent connaissent, qui a écrit un très beau texte pour un an de l'invasion, donc en février 2023. Et dans ce texte, il a cette phrase sur être reporter, c'est raconter la vie des autres, et être correspondant. Alors, je me souviens plus de ces mots exactement, mais c'est vivre au milieu d'eux. Et je trouve que c'est extrêmement juste et très bien dit. Moi, je m'y retrouve tout à fait. Moi, je suis pas sûr de faire ma vie en Ukraine. Voilà, ça on verra. Mais en tout cas, et je suis certainement pas ukrainien. Ça, je pense que c'est très important aussi. Moi, je sais quelle est ma place. C'est celui d'un étranger, d'un observateur, mais qui est là tout le temps, qui est là en permanence. Et ça me permet, je pense, d'avoir un regard plus riche, plus fin, et de mieux raconter et de mieux dire à un public français ce qui se passe ici. Parce que c'est quand même un peu ça ce que je suis censé faire dans mon travail. C'est dire, informer, donc dire ce qui se passe en Ukraine à un public français. Je pense que c'est aussi important de préciser que j'écris pour un public français. Je pense que forcément, j'écrirai pas la même chose pour un public, j'en sais rien, allemand ou évidemment ukrainien.
voilà. Et en étant, en habitant ici, en ayant ce temps parfois perdu, en pouvant, je sais pas moi, prendre les petites routes pour rentrer de Dnipro, cette semaine c'était à Dnipro, ou en traversant le pays, on voit des choses et ça nous imprègne, ça nous permet de comprendre des choses. Et je pense que ça enrichit beaucoup la couverture euh, qu'on peut en faire après. On a une compréhension plus fine. Et à un moment où les médias français ont tendance à avoir assez peu de correspondants à l'étranger. Je trouve que moi je l'ai fait par mes propres moyens, et je regrette pas du tout. Mais je pense que c'est important de dire que c'est pas la même chose de venir dans un pays étranger, l'Ukraine, ça peut être un autre, pendant euh, pendant 2 semaines, puis de repartir et d'être ici, voilà, en permanence. Je pense que ça vraiment, ça fait pas du tout une couverture. Et en plus, moi qui ai pas mal travaillé, comme je disais avant, sur l'Iran, ben ici, on a la chance de pouvoir travailler dans un pays qui est libre, sous loi martiale, euh, en guerre, donc avec des contraintes bien sûr, mais qui est un pays qui respecte la liberté de la presse, voilà, avec évidemment des nuances, bien sûr. Euh, L'Ukraine est sans doute une démocratie imparfaite, et il y en a plein en Europe. La France est une démocratie imparfaite aussi. Voilà, mais en tout cas, on peut travailler comme journaliste en Ukraine sans être. On peut travailler comme journaliste en Ukraine, voilà, librement. Et moi qui ai travaillé pas mal en Iran avant, c'est quand même une immense différence, voilà. Et dans la richesse de la couverture, ça se ressent. Oui, on peut imaginer, toute une école que de travailler en Iran. Voilà, comme journaliste et puis bien sûr en Ukraine, c'est tout à fait différent. Il y a une certaine discipline dans ton blog, c'est pas que tu publies quand tu veux, il y a toujours, ces dates, symboliques autour, desquelles tu tournes, voilà, tu publies, c'est le 4, 14 et 24 de chaque mois, donc c'est ça, ce sont les dates de parution de tes textes. Et donc tu avais dit que, tu as découvert comme ça de passage l'Ukraine en 2006, pour ces fameux escaliers de Potemkine. Alors que, on voit que tu as quand même repris des choses et puis, réétudié des choses sur l'Ukraine après coup parce que le 4, ça va pour 2004. 2004, l'année de la révolution orange, c'est-à-dire de cette première étape de la libération, démocratisation de l'Ukraine. Ensuite, 2014, ça va pour 2014, donc le moment où la Russie avait commencé sa guerre contre l'Ukraine avec Crimée, avec les combats à Donbass, et 24, voilà, 24 février. Donc pourquoi ce symbolisme? Et déjà, pourquoi les chiffres sont autant importants pour toi? Alors, c'est une très bonne question. Il y a une raison un peu prosaïque, c'est qu'au début, je voulais en faire une lettre hebdomadaire, et puis j'ai très vite pensé que c'était un peu trop ambitieux. C'est une activité qui est parallèle à mes articles dans la presse, donc je le fais sur mon temps libre. Je voulais pas que ce soit trop chronophage. Et donc, je cherchais un autre système. Je me disais 2 fois par mois, bon, pourquoi pas. Et puis après, je me suis dit tous les 10 jours. Voilà, d'isomadaire. Alors, il paraît qu'on dit pas d'isomadaire, on dit, je sais plus. Il y a un mot qui existe, mais c'est pas d'isomadaire. Mais moi, j'aimais bien l'idée de cette lettre d'isomadaire. Et après, j'ai cherché des chiffres. Et je sais pas, assez rapidement, je me suis dit, bah, le 24, ça s'impose, voilà, 24 février, c'est quand même une bascule. Puis du coup, 2014 et 2004, enfin 14 et 4 pouvaient avoir un sens aussi. Et je voulais insister quand même sur sur l'histoire de l'Ukraine, parce que je pense que c'est quand même l'histoire d'une émancipation et d'une émancipation, d'une liberté reprise, d'une liberté revendiquée, à laquelle on assiste, et que j'ai à cœur de raconter. Voilà. Et puis ça me permettait aussi ça me permet aussi cette lettre et puis ces chiffres, à la fois de creuser des aspects de l'histoire ukrainienne que je connaissais pas, parce qu'en fait je suis venu ici en connaissant très peu l'Ukraine et l'histoire de l'Ukraine, et puis de m'imposer une discipline. Alors je dois préciser, ce sera peut-être une déception, que j'ai un peu abandonné cette temporalité là dans cette deuxième saison de la déflagration, parce que j'ai un peu moins de temps à y consacrer, et donc j'essaie de faire au mieux, mais je respecte un peu moins la règle du 4, 14, 24.
Oui, donc je vois que la dernière parution, c'est le novembre 10. C'est le 10 novembre, donc c'est pas voilà, donc ça tombe pas sur ça. Bon, après il y a quand même ce symbolisme-là. Récemment, donc tu avais parlé de cette année 2006 et puis de cette autre Ukraine que tu voyais, mais c'est aussi vrai pour des gens qui vivent en Ukraine. Récemment, on a vu dans les réseaux sociaux, je ne sais pas si tu as vu ça, dans les réseaux sociaux ukrainiens, il y avait une vidéo qui avait circulé, une vidéo de débat entre Viktor Yushchenko et Viktor Yanukovych. Et elle date justement de ces dates en novembre, qu'aujourd'hui en fait, mais il y a des années. Et donc, quand on regarde ces débats-là, et je me rappelle, je les ai regardés parce que voilà, on était dans l'âge de s'intéresser à ça déjà. Et donc on dirait une autre planète parce que, déjà Yanukovych, voilà, donc c'est comme personnage, il fait son mot final en russe et puis on se dit: «Mais quel progrès immense que le pays a fait malgré tous les problèmes qui existent, malgré voilà tout cela». On est quand même on avance à une vitesse incroyable, malgré le contexte tragique aussi à partir de 2014 parce qu'il y a que c'est l'histoire de conflits, c'est l'histoire de la guerre, c'est l'histoire des morts, des blessures, voilà, de perte des territoires. Mais, voilà, on dit que voilà, que l'histoire, s'est accélérée d'une manière, incroyable. Donc ma question à toi, voilà, serait aussi de voilà, tu mentionnes dans un de tes textes, dans ton blog, que cette écriture non officielle du blog de la déflagration. Alors, explique-nous pourquoi la déflagration, hein, pourquoi ce mot-là, voilà. Tu dis que, en fait, cette écriture non officielle, c'est aussi, elle rentre aussi dans cette logique de la contre-empire, voilà, donc de décentralisation, voilà, puis de voir des choses pas depuis le centre, mais depuis la marge, si la marge existait encore, voilà. Ouais, c'est exactement ça. L'idée derrière la déflagration et puis derrière ma présence ici, c'est de mettre la périphérie au centre, un peu. C'est de dire, en fait, on a trop regardé, et ce que je disais au début, moi j'en suis le produit, l'Ukraine comme étant une périphérie. Et ben, avec la déflagration, et puis plus généralement, je pense en m'installant ici, puisqu'on font plein de collègues, ben, on considère que l'Ukraine n'est pas une périphérie, mais est un centre. Et on va regarder tout le reste comme étant une périphérie. Et ce changement de perspective, je pense il est très important, et en fait, il change tout parce que le journalisme, c'est quelqu'un m'avait dit ça il y a très longtemps quand j'étais pas encore journaliste, mais que le journalisme c'est une histoire de regard en fait. Fondamentalement, c'est ça, c'est regarder et restituer. Et on regarde d'un endroit forcément. Voilà. Et donc regarder l'Ukraine depuis l'Ukraine et regarder aussi l'étranger proche, l'entourage depuis l'Ukraine. Regarder par exemple la Russie depuis l'Ukraine. Pendant des années, les rédactions françaises, mais pas seulement, ont regardé euh, l'Ukraine depuis la Russie. C'était très souvent les correspondants en Russie qui couvraient l'Ukraine. Et ça, je pense que fondamentalement, ça influe sur la couverture, sur la perception qu'on a des choses. Et donc aujourd'hui, moi, je regarde la Russie depuis l'Ukraine, mais je regarde aussi parfois la France depuis l'Ukraine. Parce que ici, on me parle bien sûr de la France, de la politique de la France à l'égard de l'Ukraine, qui est très différente de celle des États baltes, alors qui est très variable aussi, la politique française qui est pas facile à suivre. Mais, mais voilà, c'est de décentrer ce regard ouais, d'aller voir la périphérie et de dire en fait cette périphérie n'est pas une périphérie, mais est un centre. Voilà. Et la déflagration, bah, c'est le point de départ, donc c'est la détonation. Alors on peut dire que c'est le 24 février ou que c'est 2014 ou que c'est 2004. En tout cas, c'est cette explosion qui produit un blast et qui recompose le monde, parce que ce qu'a produit euh, la, la, la révolution de la dignité en 2013, en 2014, ses conséquences, les représailles russes, euh, eh ben ça a changé notre monde forcément, puisque un État membre permanent du Conseil de sécurité a envahi un autre, ce qui était du jamais vu depuis 45. Enfin, je veux dire, voilà. Donc le monde se recompose, s'est recomposé après le 24 février.
Et tout ça, moi j'essaie de le saisir, depuis du cratère des obus jusqu'au processus d'intégration de l'Ukraine dans l'Union européenne. Enfin voilà, c'est tout ça que j'essaie de raconter ici. Oui, et si on parlait de quotidien, donc une question qui est souvent posée par la presse étrangère, par la presse internationale, on nous pose souvent des questions sur le quotidien et tu écris beaucoup, en fait, dans ton blog sur ce quotidien de guerre, qui n'est pas forcément celui qu'on imagine automatiquement quand on pense dans un pays en guerre, on imagine tout de suite, nous avons aussi reçu des questions, voilà, tout le monde pense qu'on était voilà, dans les endroits comme Mariupol, voilà, que les bombes tombaient en permanence. Alors que, c'est pas forcément cela, même si c'est pas forcément la paix. Donc comment tu pourrais décrire, pour nos auditeurs, qu'est-ce que ça représente que de d'habiter à Kiev et puis de voyager beaucoup? Parce que tu voyages beaucoup en Ukraine. Qu'est-ce que ça fait au niveau du quotidien? Alors je dirais 2 choses. La première, c'est que moi je vis ici, mais ma famille n'est pas ici. Et que donc c'est quand même une expérience du conflit et de la guerre qui est différente de celle de plein d'habitants et d'habitantes qui ont leurs proches autour d'eux. Voilà, je pense aux gens qui ont des enfants et donc qui vivent très 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 différemment. Et c'est pas à toi que je vais l'apprendre quand il y a des bombardements, des alertes. Moi, j'ai à me préoccuper que de moi-même. Ce qui, du coup, je pense quand même change pas mal la perception que je peux en avoir. Et la deuxième chose, c'est quelque chose dont j'essaie de parler assez souvent, c'est la, la juxtaposition, la cohabitation du tragique et du quotidien. C'est un gamin qui pêche dans une mare et qui attrape un brochet alors que derrière lui, c'est une scène que j'ai vue qui se passe à Soumy cet été, alors que derrière lui, il y a des blindés qui partent en direction de Koursk. Voilà. Et ce gamin, il vit la guerre parce qu'elle est partout autour de lui, mais pendant quelques heures, ce qui est important pour lui, c'est ce poisson qui est au bout de sa canne à pêche. Et ça ne veut pas dire que la guerre n'existe pas, ça montre juste que euh, au milieu du tragique, au milieu du drame, il y a des poches de normalité, il y a des poches de quotidien, de banal qui apparaissent. L'anthropologue, l'ethnographe même, Romain Huet, qui a écrit un livre qui parle notamment de la guerre en Ukraine, évoque l'affolement du monde et la réaction des individus et des corps face à l'affolement du monde. Ça, moi, je trouve que c'est fascinant à voir et assez difficile à raconter parce que ce gamin qui pêche, on le prend en photo en plan approché, on peut dire ah bah il y a pas la guerre. Bon ben dès qu'on élargit la focale, c'est plus du tout la même chose. Si bien sûr, peut-être que je sais probablement qu'il entend des explosions toutes les nuits, peut-être qu'il a développé des phobies, j'en sais rien, mais il va quand même pêcher, voilà. Et ça, voilà, je pense que c'est, et il y a plein d'exemples comme ça. Alors avec les enfants, c'est vrai que c'est frappant. Je me souviens du premier reportage que j'avais fait ici, j'ai vu un gamin qui jouait dans un cratère, un immense cratère de missiles à Sloviansk. Et effectivement, un cratère, franchement, en tant que j'ai été un petit garçon, je pense que j'aurais adoré jouer dans un cratère. Voilà, on court, ça descend, c'est super, il y a de la terre. Enfin voilà, c'est idéal. Et pourtant, enfin quand on y pense, quoi, c'est deux choses qui vont tellement pas ensemble, des jeux d'enfants et des missiles balistiques. Voilà, mais je pense que c'est ça qu'il faut essayer de dire aussi, c'est que à la fois la guerre traverse toutes les existences et c'est un peu aussi l'idée de la déflagration, c'est je crois elle percute tout et en même temps il y a des moments où il y a des résistances qui apparaissent et qui sont des petites résistances. Je sais pas moi, c'est des couples qui font l'amour pendant qu'il y a une alerte aérienne. C'est tout ça qui sont des façons d'opposer au tragique à la grande histoire, quelque part, son droit à exister comme on veut, quoi. Mmh.
Oui, tout à fait, c'est intéressant. Donc, je rappelle à nos auditeurs que le sociologue, l'anthropologue Romain Huet, que Pierre avait cité, il figure dans notre podcast. Il y a tout un podcast enregistré voilà, dans ces séries autour de son livre, justement. C'est un livre tout à fait intéressant. Voilà, tu évoques cette simultanéité de cette expérience tragique et expérience quotidienne qui existe en Ukraine dans tous les coins, que ce soit Kiev, que ce soit la ligne du front, la région de Soumy, Kharkiv, etc. Donc c'est ça qui fait cette vie intense. D'ailleurs, le terme employé par Roman Huet par rapport à la guerre, notamment par rapport à des frontlines, par rapport à cette vie vraiment au bord à la lisière, c'est-à-dire face à l'ennemi, mais c'est aussi vrai pour tout l'ensemble des territoires. Il y a aussi des formes, bien sûr, beaucoup de livres sont écrits à ce sujet, par les enfants qui sont contents des alertes aériennes. Ça, c'est aussi vrai parce que dès qu'il y a des alertes, les leçons se terminent et donc tout le monde va jouer dans les sous-sols. Donc, ça, c'est aussi vrai. Donc, c'est le cas, par exemple, de mes enfants. Donc, ils sont contents parce qu'il y a les examens qui sont interrompus par bon, je sais pas quel autre test est interrompu par les alertes aériennes. Donc, voilà, on vit avec, on vit dans la guerre. Et donc, voilà, on continue à vivre malgré la guerre, d'autant plus que la guerre prend cette nature, comment dire, interminable. C'est-à-dire qu'elle est là et on ne voit pas d'ici là quand est-ce qu'elle pourrait se terminer. On imagine à peine comment est-ce que et quand est-ce qu'il y aura déjà la fin à cette épreuve-là. Et puis on se dit, voilà, ça peut être pour des années, peut-être pour des décennies. Donc ça sera ça notre quotidien. Et puis ça devient banal. Ça devient banal. Et puis les alertes aériennes toute la nuit. Pierre, tu voyages beaucoup. Récemment, d'ailleurs, tu étais à Dnipro, n'est-ce pas? Est-ce que tu peux décrire, quand même cette différence? Parce qu'elle existe, cette différence entre ton quartier à Podil, tu habites à Podil, c'est ça? Au centre, de Kiev, donc c'est un quartier tout à fait moderne, intéressant, vivant. Et quand même, voilà, quand on va au sud ou bien on va à l'est, comment ça change le paysage, comment ça change les modes de vie, qu'est-ce que commence à te surprendre davantage? Je pense que la chose qui me frappe le plus, c'est quand même la présence de militaires dès lors qu'on se rapproche un petit peu du front de Dnipro, c'est assez loin, mais c'est un point de passage et ça se voit. Il y a beaucoup plus de militaires dans les rues et je parle même pas de. Là, ça fait un petit moment que je suis pas allé, mais je suis allé pas mal à Kherson il y a quelques mois. À Kherson, c'est une ville qui est quasiment pas exclusivement justement, mais qui est quand même très militarisée. Enfin, il y a beaucoup de militaires. C'est une ville de front. Il y a très peu de civils. Et Dnipro, j'étais pas allé depuis assez longtemps. J'étais allé au tout début de l'invasion et la ville était vide. Et elle était franchement, elle était quasiment déserte. Et c'était cette époque où les gens parvenaient à sortir de. C'était pendant le siège de Mariupol, donc les habitants arrivaient à quitter Mariupol et à se réfugier à Dnipro. Et donc, il y avait un côté base arrière, mais et en même temps complètement vide. Et là, j'ai quand même vraiment vu la différence. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de militaires à la fois dans la ville et puis sur les grands axes tout autour de Dnipro. Mais quand même, là, ça n'a plus rien à voir. Il y a une vie qui a repris. C'est un cliché, mais les cafés, les restos, les avenues, les trottoirs sont occupés, sont pleins de gens la journée. Je trouve que le soir, c'est aussi peut-être une différence avec mon quartier chéri de Podil, c'est que le soir à Dnipro, dès que la nuit est tombée, elle tombe un peu plus tôt qu'ici. Euh, et ben là, c'est un peu plus désert. On sent quand même plus, voilà, qu'on reste chez soi le soir, probablement plus qu'ici. Et il m'a semblé aussi qu'il y avait bon, plus d'alertes aériennes. Ça, je pense que c'est facilement vérifiable, mais je pense que voilà, c'est avéré. Et que les réactions étaient, oui, il y a quasiment pas de réaction aux alertes aériennes à Dnipro. Alors c'est vrai qu'à Kiev non plus, c'est pas, ça dépend. Mais moi j'habite juste à côté d'une école et les fenêtres de mon appartement donnent sur cette école. Et donc c'est vrai que quand il y a des alertes et que c'est la récré, je vois tout de suite les enfants se mettre en rang et rentrer. Donc on sent que quand même à Kiev il y a souvent. Ils font peut-être pareil à Dnipro là. Franchement, je spécule peut-être. Mais j'avais quand même la sensation qu'il y avait moins de réactions à Dnipro lorsqu'il y a des alertes que à Kiev.
Oui, donc parce que ça devient tellement quotidien, comme les habitants de Kharkiv disent souvent qu'ils font plus. Donc tout le monde a des applications qui informent des alertes aériennes, mais personne en fait. On finit par ne plus faire attention parce que sinon, si on faisait attention, ça serait toute la vie serait interrompue parce que la région de Soumy que tu avais visité aussi, donc c'est pareil. Donc c'est une alerte dure 19 heures ou 20 heures sur 24. Donc ça veut dire que soit tu fais rien du tout, tu restes dans les sous-sols, ou soit tu vis ta vie. Après, tu découvres qu'il y a une alerte parce que tu arrives, par exemple, à Nova Posta, la nouvelle poste, et puis tu vois que c'est fermé. Donc, il y a certains bureaux de poste qui sont fermés en cas d'alerte. Et c'est là que tu commences à regarder ton téléphone parce que justement, ce truc où la banque est fermée. Alors que, voilà, donc, à tout pour toi, ça veut rien dire. Donc voilà, il y a ces différences quand même des expériences aussi, donc il faut le noter, il y a les territoires sont plus dépeuplés, voilà, il y a moins de cette joie de vivre, même par rapport à Kiev, il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup moins de jeunesse aussi, d'enfants, voilà, parce que voilà, à Podil, les enfants à Podil, ils sont relativement, mieux protégés par les systèmes, Patriot, américains qui protègent la capitale. Alors que la même situation à Zaporijia, par exemple, à Zaporijia ou au sud de l'Ukraine, où les bombes d'aviation peuvent arriver, ces fameux CAB. CAB, c'est bombes d'aviation voilà, qui peuvent aller jusqu'à 80 km, si je ne me trompe pas. Donc, ça arrive sans alerte aérienne, ça arrive tout de suite et puis ça fait beaucoup de dégâts. Pierre, est-ce que tu peux expliquer, parce que tu habites ici depuis quand même déjà un certain temps, donc il y a voilà, une certaine durée de la vie. Donc, est-ce que tu pourrais décrire voilà, comment est-ce que l'attitude hum, des Ukrainiens change par rapport à cette guerre? Est-ce que tu aurais remarqué des changements fondamentaux? Est-ce que l'attitude, voilà, est-ce que la population aujourd'hui, donc les gens que tu rencontres sont plus énervés, plus fatigués ou autres, voilà. Comment est-ce que dans le temps ça change? Parce que ce sont des changements imperceptibles quand on voyage rarement ici en Ukraine. Ah, c'est une très bonne question et ça, c'est pas et elle est pas facile. Parce que je suis un peu comme la grenouille plongée dans l'eau froide, placée au-dessus du feu et l'eau chauffe et la grenouille ne le sent pas et s'habitue tout de suite. C'est-à-dire que quand on vient tous les 6 mois, c'est assez facile de voir les changements parce qu'on a des repères. Quand on est immergé, c'est plus difficile de se rendre compte des évolutions. Mais quand même, il y a des choses. Moi, quand je suis arrivé, donc c'était il y a 2 ans, fin 2022, on sortait à la fin d'une année qui a été terrible, mais qui se concluait par des contre-offensives réussies et par des libérations. Alors, avec ce côté, je pense, très ambigu ou très ambivalent de la libération, qui est à la fois la joie de retrouver des territoires et puis surtout des habitants qui retrouvent la liberté, et en même temps la découverte des crimes. Voilà, top. Mais on sortait quand même de cette période qui était une période d'espoir, je pense, qui succédait à cet énorme choc, j'allais dire, à cette déflagration de l'invasion. Et puis, donc ça, c'était en 2022. Et après, bon, le rythme quand même a un peu ralenti, à la fois sur ce qu'on appellerait des événements. Donc, le front évolue, voilà, mais moins vite. Euh, Là, l'année dernière, il me semble que la grande préoccupation depuis un an, c'était la question de la mobilisation. Voilà. Et il me semble que qu'à la fois il y avait de la part d'une grande partie de la population une résignation à l'idée que le conflit allait durer, et donc chacun adopte un peu des stratégies pour s'adapter à ça. Ce qui peut être de rejoindre l'armée ou au contraire de ne pas du tout rejoindre l'armée. Mais en se disant, dans tous les cas, maintenant, il va falloir composer avec parce qu'elle est là pour longtemps, la guerre. Et là, je trouve que il y a quelque chose de nouveau qui commence, pas forcément avec l'élection de Donald Trump, et on ne sait pas trop ce que c'est. Moi, je trouve que la période actuelle est sombre, je sens beaucoup d'inquiétude quand même, et moi-même, je suis un peu inquiet parce que mais là, c'est plutôt à toi que je voudrais poser la question, c'est que je sais pas comment réagirait la société ukrainienne à des concessions forcées, à des concessions territoriales, à un plan de paix qui serait pas celui que l'Ukraine aurait choisi. Là,
On rentre dans un territoire totalement inconnu, mais c'est une nouvelle période qui commence et je trouve qu'elle est beaucoup plus sombre que les précédentes. Oui, on dirait ça que voilà, il y a ce grand changement de la donne, géopolitique et même si pour l'instant on ne sait pas trop dans quelle direction, voilà, cette nouvelle présidence de Donald Trump va nous mener. En tout cas, plusieurs choses, sont susceptibles de changer, notamment, voilà, peut-être pas des concessions, on parle pas des concessions, on parle de peut-être d'éventuels cessez-le-feu. Le problème avec Donald Trump, elle est très claire, c'est que, voilà, bien sûr que arrêter la guerre en 24 heures, c'est impossible, sauf que l'amener à une défaite immédiate de l'Ukraine. Et le problème avec Donald Trump, le problème que qu'a Donald Trump, avec le règlement potentiel de la situation, c'est que, bien sûr, les États-Unis disposent des moyens de pression sur l'Ukraine, c'est-à-dire, les envois des armements et donc l'envoi de l'aide, financière et cetera. Tout ça, ce sont des instruments ou de l'influence, c'est-à-dire qu'ils peuvent, mettre des pressions sur l'Ukraine. Or, il n'existe, pour l'instant pas de moyens de pression des États-Unis sur la Russie. Bah, c'est-à-dire que comment est-ce qu'on peut mettre la pression sur la Russie? C'est qui veulent cette guerre, qui avait commencé cette guerre et qui continuent à mener cette guerre malgré tout le calcul. J'étais frappée, je me rappelle, par cette phrase de Valéry Zaloujny, ex-commandant en chef de l'armée ukrainienne. Il avait dit qu'il se trompait. Qu'il se trompait, mais dans quoi il se trompait? Il se trompait dans l'idée qu'il pensait que la Russie allait s'arrêter, en voyant les pertes que subit son armée. Et donc quand il a vu que cette, mort massive, voilà, sans fin, voilà, sans cesse, voilà, n'arrête pas l'armée russe, donc là, qu'est-ce qu'on peut mettre, voilà, comme contre-argument à cette volonté d'avancer coûte que coûte? Quand nous, on parle avec des militaires, sur les lignes du front, on les croise de temps en temps, bah, assez souvent d'ailleurs, et à chaque fois, donc ils nous racontent que c'est choquant que de voir quel quel petit prix a une vie humaine de l'autre côté. C'est-à-dire que, quel prix ils sont voilà, prêts à payer pour avancer quelques mètres, quelques centaines de mètres. C'est-à-dire que c'est une approche qui est absolument incompréhensible pour les Ukrainiens. Ça, c'est clair parce que nous sommes, pas si nombreux et cetera. Il y a quand même et après parce que nous sommes quand même une société qui met au centre de tout, en fait, une vie humaine et encore plus, c'est pas compréhensible du tout, à des partenaires, occidentaux parce que personne à Paris ne peut comprendre comment est-ce qu'on peut avancer en consacrant autant de ressources, autant de vies humaines pour avoir à la fin un petit bled, un petit village, complètement détruit. C'est pour prouver quoi? C'est pour faire donc tout ceci, donc il faudrait inventer une manière de faire face à ça, non? Alors sur le rapport à la vie, je trouve que c'est extrêmement juste ce que tu dis, qu'il y a un rapport à la vie, moi que j'ai découvert ici, qui est très singulier, je trouve, en Ukraine, et qui se manifeste, je dirais, de plusieurs façons. Il y a je pense que c'est lié à la peur de disparaître, qui est une peur que moi, en tant que Français, très honnêtement, que je connais pas, que j'éprouve pas, voilà, plutôt. Euh, mais qui est très forte ici, et donc il y a une volonté je trouve, hein, euh, de conserver la mémoire, non seulement d'honorer les morts, mais de conserver leur mémoire et leur existence. Je suis marqué par les mémorials, par les biographies qui sont écrites des morts, par les hommages aux morts, et avec cette volonté de ne pas les oublier, de dire qu'ils ont existé et que leur existence a compté. Voilà. Et ça, c'est le premier élément. Et le deuxième, c'est la vie humaine est très importante, mais la vie en général l'est, je trouve. J'avais été frappé pendant les inondations de Kherson, donc en juin 2023, causées par le dynamitage par l'armée russe du barrage de Karovka, par tous ces volontaires qui sauvaient des animaux. J'ai vu des gens risquer leur vie pour sauver des poules. Franchement, ça me frappait. Mais c'était une démarche extrêmement sincère. Et alors là où ça devient complètement fou, quelque part, c'est quand ces mêmes bénévoles qui sont en train de sauver des animaux domestiques ou des animaux sauvages, parce qu'il y en avait aussi qui ramassaient des hérissons, etc.,
se retrouvent sous le feu de l'artillerie russe qui est juste de l'autre côté de la rivière et qui tire sur des gens en train de sauver des vies animales. Et là, on sait que quand même, il y a un rapport à la vie, à l'existence qui est, qui est abyssal. Voilà, qui est séparé, qui est aussi, la différence est aussi large que le Dnipro. C'était très très fort de constater que d'un côté, côté tenu par les Ukrainiens, il y avait un tel respect, une telle attention aux choses vivantes, et de l'autre, un tel mépris pour la vie, au point de cibler des sauveteurs quand même avec des canons d'artillerie. Oui, il reste à voir, c'est quelle approche qui gagne aussi parce qu'on peut être des junkies, voilà, qui sauvent des animaux, des poules comme tu dis, après l'explosion de barrage de Kakhovka. Mais après voilà, ce que constate, malheureusement, ce que cette approche, dévastatrice, russe qui consiste à tout transformer en désert, parce que les paysages, les photos qui nous proviennent de terrains de combat, n'est-ce pas? Donc ce sont des paysages absolument incroyables. Ce sont des paysages où on voit presque plus rien et après au Mariinka, par exemple, et puis Bakhmout, pareil. Donc pour avancer, il faut tout détruire. Et bon, le problème est que ça marche. C'est-à-dire qu'ils arrivent à marcher. Donc ce matin encore, hein, selon les communications officielles, il y avait encore quelques progrès, ironiquement de l'armée russe à l'est parce que voilà, cette approche, elle fonctionne. Voilà, donc quand on voit une contre-offensive ukrainienne, par exemple, même à Kursk, tu as visité, d'ailleurs, voilà, prochaine question à toi sur Kursk, tu as visité la région de Kursk, où il y avait cette incursion de l'armée ukrainienne dans un but voilà, donc stratégique, mais on ne comprend pas trop lequel. Bah, bien sûr, pour échanger le territoire, autre chose. Mais il y a pas de destruction, il y a pas donc il y a une opération militaire qui vise à gagner du terrain, mais sans tout détruire. Alors que les Russes, quand ils avancent lentement, mais ils détruisent tout simplement. Donc, c'est-à-dire que leur jeu est de gagner de terrain en tuant énormément de leurs hommes et puis en détruisant tout sur leur chemin. Mais le problème, c'est que ça marche. Voilà. Et décris-nous tes impressions de Kursk, parce que c'est quand même une expérience tout à fait unique. Oui, j'y étais au mois d'août, alors je sais plus, au mois d'août, et j'étais de l'autre côté de la frontière, mais pas très loin. Donc j'étais pas à Souja, je suis allé dans des petits villages, tout petits villages frontaliers, enfin quasi frontaliers, russes, et qui étaient donc sous contrôle ukrainien à ce moment-là. Mais il faut préciser que sous contrôle, en fait, ça veut pas dire grand-chose parce que euh, en l'espèce, il n'y avait pas une militarisation de l'espace, par exemple. Il n'y avait pas de checkpoint, il n'y avait pas de militaires ukrainiens cachés partout qui contrôlaient les flux de population. C'était plutôt des territoires, moi, qui m'ont donné l'impression d'être livrés à eux-mêmes. Et c'est aussi ce que disaient les habitants, qui étaient qui étaient relativement démunis, donc qui étaient concentrés sur leur survie. Alors je dirais pas que leur vie était en danger, mais je veux dire sur les choses très quotidiennes, trouver de l'eau, trouver de la nourriture. Alors c'est des zones rurales, donc qui sont en plus c'était le mois d'août, donc la plupart avaient les fruits de leur potager et pouvaient se nourrir de manière relativement autonome. Mais c'était ça qui m'avait frappé, c'était que ouais, l'espace était pas contrôlé, ou en tout cas ça ne se voyait pas. Alors peut-être je suis passé à côté d'un truc, mais très franchement je pense pas, parce que moi de ce que j'ai compris de cette opération, c'est que c'était avant tout une opération militaire, dans le sens où elle avait une raison d'être militaire au début, et je pense que la justification politique est venue après. Et je suis pas sûr que je pense que c'était une opération militaire très réussie, parce que c'était une percée à un endroit où l'armée russe visiblement s'attendait pas tellement, et donc ça a permis de montrer que le territoire russe était pas invulnérable, que ça a permis de faire sentir aussi à la population russe que ce que c'était la guerre, qui était menée en leur nom juste de l'autre côté de la frontière. Enfin, voilà, donc je pense que c'était une opération qui militairement était bien réussie. Après, bon, politiquement, je suis pas sûr. C'est vrai qu'il y a eu cette histoire de troc des territoires, mais bon, bon, on verra où ça nous mène. Mais donc là, ouais, l'impression que ça m'avait fait, c'était un grand dénuement,
et pas d'occupation au sens où on pourrait l'entendre. Voilà, et pas non plus enfin, j'ai pas vu d'hostilité. Après, je précise bien sûr que j'étais avec des militaires ukrainiens, mais enfin bon, j'étais avec dans un véhicule avec 3 soldats. Donc c'était pas non plus un détachement. C'était pas une colonne de blindés qui se serait avancée dans des villages et qui aurait voilà. Donc c'était pas ça. Euh, et voilà, j'ai pas vu d'hostilité. Plutôt de l'indifférence et réciproque. Je crois que enfin, les militaires ukrainiens auxquels j'avais parlé avaient pas franchement envie ni de discuter ni de faire quoi que ce soit avec la population. Certains donnaient, surtout aux grands-mères, de l'eau, du pain, enfin voilà, des choses un peu du quotidien. Mais sinon, les interactions étaient limitées. Et de la part des habitants, c'est quand même des habitants de la grande périphérie russe. Et ça se sent, enfin, c'est quand même des petits villages très ruraux, très loin. Bon, voilà, je pense que la plupart des habitants sont jamais allés à Kursk et encore moins, évidemment, à Moscou. Enfin, voilà, donc, c'est les zones frontalières, elles sont toujours quand même un peu floues, quoi. Et en tout cas, on sent que dans cette partie-là de la Russie, on est très loin de Moscou, de l'État central. Voilà. Et donc, les gens ont Ouais. l'habitude un peu d'être livrés à eux-mêmes. Oui, donc c'est une périphérie qui n'est pas politisée du tout, donc c'est la survie qui compte. Et en même temps, il y avait, d'après les images qui nous ont parvenues, il n'y a pas beaucoup de destruction, il y a bien sûr pas d'atrocité de guerre, c'est-à-dire pas de crimes de guerre. Donc si on compare Kursk avec, je ne sais pas, avec nord de Kiev, là, les choses que nous avons vues, Boucha, Irpin, etc. Donc ça n'a rien à voir. Donc il n'y a pas de vengeance, il n'y a pas de cette atrocité de guerre. Et la dernière question à toi, Pierre, tu parlais tu es quand même français, comme tu as bien souligné, j'imagine que tu fais des va-et-vient parfois, peut-être pour des vacances hein, en France. Qu'est-ce que, voilà, dans ton entreprise, que de rester à Kiev et puis de documenter cette guerre, de raconter cette guerre, d'écrire cette guerre de l'intérieur, est-ce que cette entreprise surprend ton entourage, voilà, est-ce que les gens posent des questions, pourquoi le faire déjà, pourquoi consacrer, perdre du temps, comme tu as dit toi-même au début de notre conversation, perdre de temps en Ukraine au lieu de faire autre chose. Est-ce que voilà, il y a la compréhension pour cette démarche et est-ce qu'il y a plutôt, au contraire, une certaine lassitude de l'opinion publique par rapport, en France notamment, par rapport à ce qui se passe ici en Ukraine? Je pense qu'il y a quand même plutôt eu de la compréhension au début et même maintenant parce que je pense qu'en France, beaucoup de gens ont quand même compris l'ampleur de l'événement après le 24 février. Je pense voilà, que tout le monde a saisi l'importance de ce qui se passait, que ça aurait des conséquences immenses, durables. Voilà, je pense que donc euh, voilà, étant journaliste, je pense que pour beaucoup, il était logique quelque part que je couvre. Enfin voilà, il y avait une forme de logique. Après, moi, ce que je retiens quand je vais en France, c'est que il y a un truc avec lequel j'ai beaucoup de mal à composer, c'est le cynisme. Voilà, je trouve que c'est normal. Enfin, on a le droit d'être cynique, mais c'est un truc que je trouve insupportable parce que c'est vraiment un privilège, le cynisme. C'est le privilège des gens qui bon, il y a plein de types de privilèges. Hein. Une couleur de peau peut être un privilège, une classe sociale est un privilège, mais vivre en paix, c'est aussi un privilège. Voilà. Et donc ça, le cynisme, je trouve que en plus, je trouve que c'est un sentiment qui est pas du tout politique, enfin qui nous mène nulle part. Et donc ça, j'avoue que quand je rentre et que j'ai affaire je suis confronté au cynisme, ça passe pas du tout. C'est un des seuls trucs. Autant voilà, il y a plein de choses. On peut ne pas être d'accord, on peut discuter, mais le cynisme, c'est un truc que avec lequel j'ai beaucoup de mal mais aussi parce que je trouve que, enfin, j'ai jamais, en Ukraine, je suis confronté à l'humour noir que j'aime bien en plus, que je trouve souvent très drôle, mais rarement au cynisme. Je trouve que c'est pas un truc que j'entends beaucoup, de cynisme et des sarcasmes. Ça, c'est pas trop un truc que je retrouve ici et vraiment, ça me manque pas du tout. Ça me manque pas du tout et ça me, ça me frappe quand je rentre et que voilà, je trouve que c'est pas très intéressant. Et sur la lassitude, alors je pense que
à la fois mes proches sont un peu plus lassés que les autres parce qu'ils entendent un peu plus parler que les autres de la guerre en Ukraine. Et en même temps, moi je trouve quand même que la couverture de l'Ukraine, de cette guerre reste à un niveau relativement haut, voire exceptionnellement haut après 1000 jours après l'invasion. Euh, et c'est très bien comme ça. Il y a eu deux creux pour moi. C'était clairement après le 7 octobre, parce que là, il y avait donc ces attaques en Israël, puis la riposte israélienne démesurée. Enfin, donc ça a créé quand même une attention, un shift de l'attention, enfin, un déplacement de l'attention vers Israël et Gaza, mais personnellement, que je comprends, parce qu'après le 7 octobre, j'ai passé mes journées à lire ce qui s'était passé en Israël, puis après ce qui se passait à Gaza. Et la deuxième chose qui est plus franco-française, c'est au mois de juin, avec la dissolution, bah là, les médias français ont arrêté de s'intéresser au reste du monde et ont regardé, si j'étais un peu désagréable, leur nombril à nouveau. Voilà. Et voilà. Mais sinon, je trouve que quand même, il y a une attention qui reste là, qui reste assez élevée. Et j'espère que ça continuera. Mais je sens pas, franchement, de lassitude. Après, il faut continuer à expliquer, à raconter, à documenter pour pas tomber dans des pièges faciles. Je pense par exemple aux comparaisons qui sont parfois faites de manière un peu hâtive et par des gens qui ne vivent souvent ni à Gaza ni en Ukraine sur les bilans en disant oui mais regardez là-bas le bilan est beaucoup plus lourd et on compare des chiffres qui sont pas les mêmes et en plus c'est des comparaisons qui un peu comme le cynisme ne vont nulle part quoi, qui servent juste à rien, enfin qui servent juste généralement à dire ah ben du coup il faudrait faire moins pour l'un mais pas pour faire plus pour l'autre quoi. Enfin, c'est un peu le comble ouais de la comparaison qui mène au moins bien enfin à rien, enfin voilà. Donc ça j'avoue que je l'entends aussi un peu et j'essaie d'y répondre calmement mais voilà. Oui, on espère que cette couverture et cet intérêt, il va monter, notamment, voilà, à cause, voilà, de l'élection de Donald Trump et des risques de cette position isolationniste des États-Unis, parce que c'est de toute manière sur les épaules des Européens qu'on va mettre ce poids de penser au continent européen. Oublions pas que la guerre a lieu en Europe, donc que c'est très proche et que malgré les distances qui sont longues aujourd'hui, donc c'est plus 3 heures d'avion Kiev-Paris comme c'était avant le 24 février, mais c'est quand même voilà, une petite 24 heures, voilà, un train plus avion qu'on peut arriver à Paris, donc c'est pas tellement long. Et donc voilà, ça devrait intéresser et puis préoccuper les populations européennes parce qu'ils ne sont pas du tout à une distance de sécurité par rapport à cette guerre. Merci beaucoup Pierre pour cet entretien. On rappelle à nos auditeurs que vous pouvez lire euh, pas uniquement les articles de Pierre Alonso, mais tout aussi bien son blog La Déflagration. Cherchez ce blog sur la plateforme qui s'appelle Subtrack. Inscrivez-vous, c'est un blog qui raconte l'Ukraine, qui raconte tout ce qui n'était pas dit par les médias. Merci beaucoup Pierre. Merci infiniment pour cette invitation. C'était le podcast L'Ukraine face à la guerre. N'hésitez pas de partager cette émission. Nous n'allons pas tarder à enregistrer et diffuser d'autres épisodes. Je m'appelle Tetiana Ogarkova, j'étais accompagnée par Pierre Alonso, journaliste correspondant en Ukraine pour des médias francophones, l'auteur du blog personnel sur l'Ukraine qui s'appelle La Déflagration. Restez avec nous et soutenez l'Ukraine.